On va s'assurer que tout le monde, nous entend, et voit Nouad. Est-ce que vous pouvez le confirmer dans le chat? Est-ce OK, merci Anthony. Alors aujourd'hui, moi je suis Pascal Faucon, je suis pas du tout, l'expert. C'est Nouad et la fille qui est avec moi qui va vous faire cette présentation. Je suis le directeur du campus, qui est la plateforme qui accueille toutes les conférences. Et puis aujourd'hui, en fait, je voulais, faire une petite, introduction à cette conférence pour présenter, Nouad et puis pour, préparer la suite pour que la conférence soit interactive. Donc Nouad, on travaille depuis, je sais pas, ça fait peut-être 4 ans, Ouais, 4 heu, ans. 4 ans qu'on bosse ensemble, voilà. Nouad est experte en négociation avec les grands comptes, je dirais, pour accompagner des sociétés, qui veulent travailler avec les grands comptes. Et donc voilà, elle développe une offre, sur le sujet. Surtout, elle a une très grande expérience, dans le domaine et c'est super qu'elle soit là pour faire cette conférence. Alors on va essayer, de faire quelque chose de très interactif. Donc on va prendre 10 minutes pour essayer de bien comprendre la situation pour que Nouad puisse bien prendre en compte en fait, vos spécificités et votre situation. Et donc ensuite, elle fera sa présentation et ensuite elle reviendra sur le cas de chacun. Et l'idée, c'est que vous puissiez ressortir avec une stratégie, de négociation avec les grands comptes qui soit, revisitée, à l'aide de cette conférence et qu'à 14 heures au plus tard, ça soit terminé. Donc, pour ça, on a préparé avec Nouad et après je la laisserai, parler, 3 questions, pour faire connaissance. Alors avant que vous répondiez à ces questions, je vous explique la règle du jeu. Vous avez donc Q1, Q2, Q3, donc trois questions. Il faut répondre dans le même message de chat parce que là, actuellement, on est 20 et il faut, pour que Nouad puisse comprendre bien votre situation, il faut que les réponses soient dans le même message. Donc, il faut faire Q1, répondre à la question: «Quel est votre business?» Ensuite, vous mettez un espace. Ensuite, Q2, vous répondez à la question, deuxième question. Ensuite, espace et ensuite Q3, vous répondez à la question et ensuite vous validez. Il faut pas faire enter au milieu de tout ça parce que sinon le chat là va pas enregistrer correctement. Et puis l'autre point, c'est sur les réponses, il faut, quand vous expliquez quel est votre business, il faut que vous soyez assez précis parce que sinon Nouad va pas vous faire un retour, intéressant. Donc si vous lui dites: «Ouais, moi je fais du B2B», bah là, en fait, avec ça, elle va rien faire du tout. Par contre, si vous expliquez, par exemple, que vous vendez des canards, donc au attends, on va laisser. Si vous vendez des canards, à des agriculteurs, bah, c'est très clair, c'est quoi votre business, vous voyez? Et donc de ça, les stratégies de négo, vont être complètement différentes en fonction de votre business, de votre secteur et tout. Donc essayez de répondre vraiment bien. Ensuite, là, AEC, hein, donc très bien de répondre à la question, mais il faut répondre dans les 3 messages, enfin les 3 questions en même temps. Vous avez fait enter, il ne faut pas faire enter, il faut répondre Q1, ensuite espace, Q2, ensuite espace, et vous répondez. Sinon, Nouad va se perdre dans les réponses. Ouais, c'est Donc vrai que c'est un peu difficile après, ouais. ouais, voilà. Donc ensuite, quelle est votre difficulté numéro un en matière de négociation? Donc là aussi, soyez précis si vous dites, voilà, j'ai du mal à négocier, mes contrats. Bon, là, il faudrait essayer d'être, assez précis
sur les difficultés que vous rencontrez dans ces négociations, en particulier avec les grands comptes ou avec des prospects. Et puis, ensuite, l'échéance à laquelle vous travaillez, c'est-à-dire, est-ce que là, c'est une problématique que vous avez pour, dans les années qui viennent? Ou c'est un enjeu, important, immédiat pour vous, parce que, par exemple, vous êtes déjà dans une négo, qui est capitale avec, tel ou tel, grand compte, vous voyez? Donc merci, si vous pouvez répondre. On se donne jusqu'à 4 minutes là encore pour, répondre. Donc, Amine, Anthony, hem, Armatoé, Cholet, Kogan, Gabriel, vous voyez, Gaspaz. Donc, on vous laisse répondre. Là, je vois qu'on écrit. Alors, je vais lire les réponses et Nouad, tu vas me dire si c'est clair pour toi. Ouais, Donc Urto, ESN de 75 personnes proposant des consultants en production informatique. Donc ça, c'est le business. Q2, concurrencer les prix proposés par les grandes ESN qui collaborent tous dans des centres de services offshore. Et votre problématique est à 3 mois. Je pense que c'est clair, hein. ouais, c'est clair. OK. Donc Nouad, elle reviendra, elle va faire sa présentation et ensuite elle va remonter dans le chat et elle va, vous donner son feedback, par rapport à votre problématique, Urto. Donc merci beaucoup. Donc, AEC, hein, environnement, donc origine des solutions lobbying. Donc là, moi je comp vous voyez, alors c'est solutions de Smart Road Safety, ADAS, BDS et télémétrie, robots incendie et drones ISR. Donc ça, c'est votre, business. Heu L'environnement. la problématique de l'environnement, de l'origine des solutions lobbying. Est-ce que est-ce que c'est clair? Je pense que Moi, tu je peux veux bien une précision sur c'est quoi la difficulté en termes d'environnement, c'est quoi? C'est la pollution, potentielle ou c'est l'environnement de business? ouais, ouais, soyez clair. Donc Anthony, Cotral, Lab expert des EPI, équipement protection individuelle sur mesure. Donc protection auditive sur mesure et lunettes de sécurité à verre correcteur. Ça, je pense que le business est clair. Au pôle grand compte, je négocie avec des acheteurs ou responsables QHSE. OK, merci, hein. Ça, je trouve que Ouais, c'est parfait, clair. Anthony. Mmh. Q2, mieux aborder les négociations et comprendre les comportements, stratégies des acheteurs. Ouais, bah, je pense que ça aussi, c'est clair et que et vous êtes dessus en ce moment, si je comprends bien. Pour toi, tu as besoin d'un complément ou pas, Nouad? Super. OK. Donc Répondre AES, tout dès que je vois une question, moi, j'ai envie de répondre tout de suite, mais environnement business. Donc ensuite, ouais. Sophie, formation et réglementation cyber, ouais. Donc le problème, c'est avoir des contacts qualifiés, j'imagine, dans les grands groupes, pour, avant même de négocier, hein. Je reformule, Sophie, mais je pense que la problématique, c'est déjà, ou d'avoir des appels d'offres, enfin, en tout cas j'imagine, d'identifier, le business et vous en avez besoin immédiatement. Je pense que ça, je pense que Ouais, je c'est vois, ouais, et puis je sais qu'en cyber, c'est un peu tendu en ce moment, donc ouais. OK. Armatoé AOFE, donc vente de véhicules poids lourds. Moi, ça, je pense que c'est clair aussi. Bah oui, je suis Prix enceinte de l'automobile, tu sais? prix, financement, disponibilité, c'est les problèmes de négociation, je pense et c'est immédiat. Bon, bah, j'imagine, Armatoé, vous vendez enfin, moi, j'ai une question, c'est vous vendez à qui les poids lourds? Moi, c'est la question qui me viendrait. Mmh, et les Heu, problèmes de délai de disponibilité, je pense que c'est des véhicules, parce que enfin, en tout cas, je sais pas sur les poids lourds, mais en tout cas sur les poids légers, il y a beaucoup de problèmes de dispo. donc Cholet, vente de centrales béton au grand compte, OK. Argument pour faire retenir mon offre, référencement par
les Bouygues, Vinci, Eiffage. Et puis, le problématique est maintenant. Alors, moi, là, je pense que tout le monde a compris comment répondre. Ouais. Il faut, là, il est 13h10. Il faut que, si vous voulez un retour par rapport à votre situation, là, je vois tout le monde n'a pas répondu à ces trois questions. Donc, on va laisser Nouad démarrer. Je vais m'effacer pour qu'elle puisse faire sa présentation et puis ensuite interagir avec vous sur les points. Mais n'hésitez pas à continuer dans le chat à écrire pour Jay, pour Kiza Canin, pour Massens, pour Marc, pour Marie-Jo. Enfin, il y a du monde là qui n'a pas du tout écrit. Et je vous conseille de le faire si vous voulez avoir que ça soit intéressant pour vous, parce que sinon, elle vous fera aucun retour. Ouais. Et peut-être préciser aussi que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement en haut. Ah, bon, Pascal est parti. Merci. Bon, bienvenue à tout le monde et je suis ravie d'avoir pu avoir une petite introduction de Pascal avec qui je travaille depuis 4 ans et qui m'a propulsée à me lancer sur les webinars, à me lancer sur un peu plus sur LinkedIn. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes vos questions. Moi, pourquoi j'ai voulu faire, c'est ma deuxième session sur les soutenances, c'est que moi j'en ai fait beaucoup des soutenances et j'en ai vu beaucoup et c'est pas un exercice dans lequel on met l'attention requise. Et c'est vrai que j'ai toujours été surprise que dans les entreprises où j'étais ou que je rencontre, que j'accompagne, en fait, préparer une soutenance, en général, c'est se voir vite fait entre 2 réunions, se poser, réfléchir un petit peu, faire des slides, les montrer. Mais au final, c'est comme si pour moi, c'est un show, hein, une soutenance, mais il y a énormément d'enjeux aussi et de contenu à avoir, d'anticipation. On vient pour négocier, on vient pour quelque chose qui est comme un show et moi, je dis souvent, quand on me dit: «Ah mais moi, je veux pas être trop préparée parce qu'après, je suis pas naturelle, je suis pas capable d'improviser». Sachez qu'on ne peut improviser que quand on est super bien préparé et quand on voit des gens qui font du stand-up et qui improvisent les quelques premières minutes du spectacle ou, un petit peu pendant le spectacle, ils ne peuvent le faire que parce que tout est carré. On peut pas improviser si en même temps, on sait pas où on en est, ce qu'il va y avoir après. Donc, comme dans beaucoup de choses dans la vente, hein, moi, je suis toujours en train de déconstruire les idées reçues que, il y aurait des gens, comme moi qui seraient nés avec une espèce de truc, une espèce de gène en plus qui va permettre d'être, à l'aise quand on prend la parole en public ou, avoir beaucoup de répartie ou avoir un truc un peu magique comme ça. C'est pas le cas. Moi, j'étais une jeune fille, assez, bavarde, mais très intimidable. Je pouvais être vite réservée. L'idée de me retrouver devant des clients, ça me traumatisait complètement avant que je commence la vente et donc tout ça, c'est de la pratique. C'est pour ça que je fais souvent des parallèles avec, la musique ou le sport. Il n'y a personne qui arrive à des hauts niveaux dans une discipline sans travail et le talent, sans travail, c'est juste, un truc qui est gâché donc faire une soutenance face à un grand compte, alors un grand compte, ça peut être une multinationale, mais ça peut aussi être une boîte de votre région qui a un grand compte pour vous, en fait. Hein. La définition du grand compte, si on a une ESN, peut-être qu'une banque ou une assurance, ou très certainement, parce qu'il y a des gros besoins en consultant, va être un grand groupe, va être un grand compte pour eux. Et puis, inversement, pour quelqu'un qui vend des poids lourds, une banque ou une assurance, ça sera jamais un grand compte et si par hasard ils achètent un camion, ce sera le seul de l'entreprise. Alors que quelqu'un qui fait de la répartition de médicaments comme Phoenix, va avoir un gros besoin en camion et va être un grand compte pour une autre entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est une soutenance? Moi, j'aime bien dire que c'est une opportunité de briller. Quel que soit d'où on vient, parce qu'en général, d'où on vient en fait, dans la vision que le client il a de nous et de notre offre, quand on arrive à faire une soutenance, soit dès le départ, notre client, c'est un client, privé, il a invité 3 entreprises à répondre et il a décidé que les 3, elles étaient pertinentes, donc il va recevoir les 3 en soutenance, quel que soit, sans avoir pour l'instant fait, comme on dit, une liste courte, une présélection, donc une short list comme on dit souvent.
Que ce soit donc à un moment où on est bien vu dans la shortlist, peut-être qu'il y avait 5 personnes qui ont répondu sur un appel d'offres public, par exemple, et ils ont retenu 3 entreprises, ils vont recevoir 3 entreprises. Soit ils trouvent que votre dossier, il est super et ils ont envie d'en savoir plus et ils peuvent être déçus si la soutenance n'est pas bonne. Soit ils ont trouvé que c'était pas clair ou qu'on était un peu trop petit ou que c'était pas exactement ce à quoi ils avaient pensé au départ. Et là, la soutenance, elle peut carrément changer la donne. Moi qui ai beaucoup travaillé là-dessus, je me disais toujours, mon objectif, j'aime bien passer en premier, que ce soit sur un entretien d'embauche ou dans n'importe quelle situation. Si on me demande est-ce que tu veux passer en premier ou en dernier, je demande toujours à passer en premier. Il y a des gens qui diront c'est mieux de passer une fois que tout le monde a parlé. Moi, je vois quand ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé dans des formations, qu'on me fasse 4-5 soutenances de suite parce que je suis jury et je suis en train de regarder des soutenances. À la 5e, c'est comme le parfum. Quand on a essayé 5-6 parfums, on sent plus grand-chose. Donc moi, je me dis, je préfère être la première et taper un grand coup. Il faut que ma presse à moi, elle soit tellement bonne que tout soit fade derrière. C'est comme si on commençait avec le meilleur vin ou le meilleur plat pour que derrière, en fait, je décrédibilise entre guillemets tous les autres. Et la façon de le faire, c'est d'être vraiment très rigoureux dans la façon de préparer. On a aussi tout d'un coup, tous ces gens qu'on n'avait pas vus, merci Sophie, tous ces gens qu'on n'avait pas vus jusque-là parce que c'était des noms, des visages sur LinkedIn, finalement, on les a en chair et en os ou en visio, puisqu'il va y avoir aussi pas mal de soutenances, malheureusement, qui se font en visio. Quoi qu'il arrive, on va comprendre les interactions entre les gens. Moi, j'ai souvent été en train de me demander, mais pourquoi ça coince ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la décision, elle traîne? Pourquoi est-ce qu'un tel qui m'aime bien, il n'a pas parlé à l'autre qui peut m'aider? Et puis, j'arrive en réunion et là, je vois les jeux de regard entre eux et je me rends compte qu'ils se détestent et qu'ils ont un truc à régler. Et ça, en fait, on ne peut s'en rendre compte que quand on va aller les rencontrer et voir les interactions entre eux. Et donc, c'est un show, mais c'est aussi comme un exercice de médiation ou un exercice qui va vraiment être de diplomatie où on va devoir essayer d'orienter la décision vers nous, de répondre, de donner des arguments, de répondre aux objections, de voir en fait quels sont les malentendus ou les visions qu'on a de nous, mais en restant dans une certaine neutralité. C'est un truc qui est passionnant, moi j'adore ça, mais dans lequel on s'améliore au fur et à mesure. Donc, c'est aussi le moment, voilà, on va pouvoir avoir du feedback et c'est aussi la possibilité peut-être de réajuster notre offre, soit de préciser un truc, soit d'enlever une prestation, d'en rajouter une pour vraiment se différencier jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, mais vraiment gardez à l'esprit que si vous deviez demain, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du théâtre, faire une représentation d'1 heure, vous vous prépareriez pendant des jours et des jours. Et souvent, en fait, ce qu'on ne fait pas, et je l'ai déjà vu moi dans quelques entreprises, c'est de faire une répétition complète avant avec des collègues. Alors quand on a, si c'est un petit enjeu, bon voilà, on va peut-être pas mobiliser du monde, mais vraiment, regardez dans les films américains, où ça se passe dans des cabinets d'avocats, à chaque fois qu'ils ont un gros procès, ils vont s'entraîner en interne, ils vont demander à des gens de leur poser des questions et moi je l'ai déjà fait dans certaines entreprises. C'est intimidant, on n'a pas tellement envie face à ses collègues de présenter des choses, mais je vous promets que les collègues vont vous poser les questions les plus pertinentes parce qu'ils connaissent bien les offres, ils connaissent bien les clients. Ce que je vois aussi quand je fais des formations commerciales et qu'il y a des jeux de rôle, vous faites tous, quand vous êtes dans des rôles de commerciaux, d'excellents acheteurs, parce que vous faites un espèce de medley du pire que vous avez vu. Mais s'entraîner à préparer la réponse aux objections, c'est ce qui fait que le jour où on est face au client, on est fluide parce que on l'a déjà pensé et on peut vraiment se concentrer plutôt que sur ce qu'on a à dire ou comment on peut répondre, sur comment on est en train de créer du lien avec les gens en face de nous, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. La vente, c'est du rationnel, mais c'est aussi beaucoup d'émotionnel. Personne ne travaillera avec vous s'il ne vous trouve pas sympa et fiable et digne de confiance. Donc, ça demande de se poser pas mal de questions. Mettons que vous ayez une date de soutenance qui soit dans 3 semaines. C'est le moment, en fait, de faire des recherches pour comprendre à qui vous avez affaire, qui décide. Là, dans une des questions que j'ai eues dans vos inscriptions, j'ai quelqu'un qui me disait « Ce qui est compliqué, ma difficulté,
c'est la diversité des profils avec des impératifs parfois contradictoires. Et c'est vrai, imaginez que vous ayez un DRH, un directeur financier, un directeur des opérations. Ils peuvent avoir tous des demandes différentes. Le problème, c'est que on ne peut pas répondre à toutes, mais on doit les prendre toutes en considération. Et donc, ça exige aussi que dans la préparation qu'on ait, on se pose la question de tous ces gens-là, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne sont pas là, s'ils sont dans la décision, ils vont voir notre présentation, on va leur raconter ce qui s'est passé. Et moi, je donne souvent cette anecdote quand je travaille voilà, aujourd'hui avec des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Parfois, je leur demande: «Et votre époux et votre épouse, qu'est-ce qu'elle en pense?» Quand je pose cette question, c'est que je sais, en l'occurrence, ça m'est déjà arrivé de savoir que, c'est des gens qui se sont rencontrés au travail, qui font à peu près le même métier. On ne peut pas être en train de faire un achat important pour sa boîte et que ça ne nous préoccupe pas. On a toujours des peurs de prendre des mauvaises décisions, donc on va forcément en parler chez soi. Et moi, si je ne vois pas l'épouse ou l'époux, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il pense parce que mon client, par exemple, si sa femme, elle lui dit: «Oui, mais son truc là, c'est pas mal, mais est-ce qu'il y a ça et ça?» Si j'ai pas la réponse, si j'ai pas donné la réponse quand il va rentrer chez lui et qu'elle va lui dire: «Bah alors, elle a ou elle a pas?» et qu'il dit: «Non, je sais pas», voilà, ça va pas aider pour que la décision aille dans mon sens. Son épouse, elle va sûrement lui dire: du coup, je sais pas si ça vaut la peine». Donc c'est vraiment important de savoir qui est de notre côté et ça peut aussi, être hyper intéressant d'appeler quelques personnes qu'on connaît dans l'organisation en disant: «D'après vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre?» pour qu'on puisse après agir sur ceux, qui sont peut-être neutres et qui peuvent devenir nos alliés ou ceux qui sont pas trop d'accord et à qui on peut, essayer de donner aussi de l'information pour qu'ils soient, au pire neutres. C'est quoi nos vrais points forts? Ça, c'est aussi une question quand je la pose, évidemment, ça demande un gros travail de réflexion. Il y a des boîtes qui savent le dire, d'autres qui savent pas le dire. Je réponds régulièrement, moi, à des appels d'offres avec des clients et je suis souvent obligée de refaire, ou de faire des des argumentaires pour trouver. Il y a forcément un truc, hein. Quand je rencontre des boîtes, elles ont déjà travaillé, avec des entreprises qui sont contentes de travailler avec elles, mais elles sont pas toujours, très bonnes à expliquer pourquoi. Alors que, on a tous, des bons et des mauvais arguments, on a tous des points forts et des points faibles et moi je donne souvent, une liste de points forts des petites boîtes, points forts des grosses boîtes. Quand on est une petite boîte, on est agile, le DG il est à côté, on prend des décisions rapidement, ça c'est tous les arguments qu'on va avoir et les arguments qu'on va donner, écoutez bien, ça c'est important. J'ai eu une discussion hier avec une jeune fille et je lui demandais, c'est quoi, dans une boîte, plutôt, petite et je leur ai dit: «C'est quoi les arguments que vous avez par rapport à une grosse boîte? Qu'est-ce qui fait que, dans une grosse boîte, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer?» Moi, je le sais parce que j'ai passé du temps dans des grosses boîtes et je sais que, par exemple, par rapport à une petite, si on est dans un truc où ça fait 10-15 ans que les gens travaillent là, que c'est hyper stable, c'est un point fort énorme. Parce que dans certaines grosses boîtes, ça change tout le temps et moi, je sais que pour avoir travaillé, longtemps, dans des grosses boîtes, je sais très bien ce qui agace les clients chez nous, quand on est une grosse boîte, c'est la lourdeur, des décisions, le fait qu'il y ait beaucoup d'interlocuteurs, qu'il y ait du turnover. On va pas dire quand on est petit: «Prenez pas les gros, ils font tout ça mal». En revanche, comme dans un négatif de photo, tous les arguments qu'on va donner vont être pour casser les arguments du grand. On va dire: «Nous, on est petit, du coup, il y a pas de turnover». Ça casse l'argument du grand compte, qui va lui aussi répondre ou de la plus grosse boîte et qui va dire: «Nous, on est très nombreux, donc il y a pas de rupture de service». OK, vous êtes très nombreux, mais du coup, selon la charge de travail, peut-être que là, il y a quelqu'un qui travaille avec moi depuis, des années que vous avez, passé, à un autre, plus gros client et puis moi, je dois repartir à zéro à chaque fois et ça, les clients détestent. Ensuite, pour n'importe quel négo, on va se dire n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, j'y répondrai, à la fin et puis de toute façon, je vous ferai parvenir, le lien du replay parce que là, je commence à les mettre sur, YouTube donc vous pourrez le consulter après, à tout moment et puis n'hésitez pas si vous voulez avoir, un audit, gratuit sur votre situation, aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous et ce sera avec plaisir que je vous offrirai, une demi heure de mon temps.
Quand on va négocier, on se dit: «Mais qu'est-ce que moi je veux obtenir?» Mettons que, là, il y a quelqu'un qui, on prend l'exemple d'une ESN, j'ai un contrat et on est en train de me presser, sur le prix alors que, bon voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux me dire que je veux en contrepartie? Parce que la négociation, c'est ça, hein, et même quand on se dit: «Ah, c'est juste une soutenance, c'est pas vraiment, une négociation», c'est toujours une négo. Parce qu'on va forcément vous demander des choses et vous allez devoir demander des choses en contrepartie parce que le plus grosse erreur qu'on fait dans la négo, et je le vois tous les jours parce que je forme beaucoup sur la négociation, c'est les gens arrivent et on leur dit: «Bah, c'est trop cher, réduisez de 5. Ils disent: «OK», en demandant strictement rien. Donc moi, par exemple, si on me fait réduire le prix, je vais dire: «OK, quel business supplémentaire est-ce que vous pouvez m'accorder? Est-ce qu'on peut, discuter sur les conditions de paiement et que vous me payiez plus vite, ou que j'ai un acompte à chaque fois de 50 ou 60 du montant?» Et on va devoir déjà se poser la question de ce qu'on veut comme contrepartie et ce qu'on va donner comme concession. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on apprend à faire, ou pas, en tout cas que moi, et toutes les formations négo, expliquent. C'est on ne donne rien sans rien, et franchement, si vous avez des enfants, autour de vous, des ados, beh, observez-les. Ils ne feront jamais rien sans avoir obtenu un truc en échange, et s'ils sentent que vous êtes en besoin, que vous dites: «Ah, est-ce que tu pourrais pas aller m'acheter, tel truc, je suis vraiment coincé», bah, ils vont forcément augmenter, la dose de ce qu'ils vous demandent parce qu'ils savent que vous en avez vraiment besoin par rapport à une demande, où ils pourraient demander à quelqu'un d'autre. Donc de quoi vous avez besoin aussi, ça fait partie des choses à préparer. Si vous êtes dans une organisation de taille moyenne ou de plus grande taille, à partir du moment où vous n'êtes pas le seul décisionnaire dans une boîte, vous avez besoin de niveau d'autorisation, vous allez négocier, on va vous demander des trucs, donc il faut déjà que vous ayez en tête ce que vous avez comme niveau d'autorisation sur les prix, sur les conditions de paiement, sur les différentes choses dont vous savez que les clients ont l'habitude de les négocier. Pourquoi il faut demander avant? Pour ne pas faire ce truc horrible que je vois en formation, que j'ai entendu plein de fois, où on est en train de dire à chaque fois: «Bah, je vais revenir vers vous». Déjà, ça donne pas confiance parce que finalement, si moi je vais voir un client et qu'à chaque fois je lui dis: «Ah bah, c'est pas moi monsieur, je dois demander, à la finance. Ah bah, c'est pas moi monsieur, je dois demander à mon boss», à la fin il va dire: «Bah, ramène-moi ton boss alors, parce que si toi, tu as pas de pouvoir, pourquoi je négocie avec toi?» Donc le pouvoir, ça se confie, et moi quand j'étais face à des clients, bah, en fait je leur dis: «J'ai déjà travaillé en amont, je sais jusqu'où je peux aller, mais on m'a aussi demandé des choses. Donc on va pas pouvoir diviser le prix par 2 si vous en prenez 3. Si vous en prenez 3 000, OK, on peut commencer à regarder le niveau de remise. Mais en tout cas, chez nous, j'ai demandé des choses et on m'a demandé également de pouvoir avoir des concessions en contrepartie. Donc on va, voilà, commencer à échanger ces monnaies-là, mais il faut être hyper prêt. Pourquoi il ne faut pas dire: «Je vais revenir vers vous»? Parce que imaginez que vous soyez pas, que vous soyez par exemple le premier à passer et que la boîte d'après fait sa soutenance et qu'elle donne toutes les réponses, mais qu'elle les donne, ces concessions, en échange d'un accord immédiat. Bah, en fait, le temps que vous reveniez avec les réponses, les autres ont déjà signé. Et je vous le dis parce que ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Ce truc-là du temps, il est hyper important, et donc les clients, bah, ils sont là pour avoir des réponses, ils sont pas là pour avoir des réponses, beaucoup de temps après. Alors maintenant, ça peut aussi arriver que, ce soit tellement, différent de ce que vous attendiez, que vous soyez obligé de leur faire une réponse. Mais franchement, il y a même parfois, moi ça m'est déjà arrivé, de leur dire: «Est-ce que je peux sortir, de la négo? Je vais passer un petit coup de fil, comme ça j'aurai une réponse tout de suite». Et surtout, en fait, ce que vous allez préparer, c'est une présentation qui n'est pas le dossier de réponse que vous avez déjà fait. Si vous avez déjà envoyé une proposition commerciale, sous forme de PowerPoint ou même, voilà, un autre format, et que c'est ça que vous présentez pendant la soutenance, beh, c'est mort parce que votre soutenance, en général, elle va durer 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Votre présentation, elle doit pas durer plus que 20 ou 30 minutes, questions-réponses incluses, ou et surtout, les clients, quand ils posent des questions, il faut leur répondre tout de suite. C'est vraiment, assez, difficile de leur dire: «Ah ben, on va attendre la fin», parce qu'il y en a peut-être qui vont partir avant dans la réunion, et il faut être en mesure de répondre tout de suite, mais il faut aussi avoir un peu de technicité pour pas que ça parte en sucette et qu'on maîtrise le timing, ce qui est l'un des trucs les plus sensibles, en fait, pendant une soutenance.
Bon, les questions, je ne sais pas si la personne qui a posé la question en s'inscrivant est là, mais il y avait une question sur comment en fait organiser, quoi mettre dans sa présentation, comment organiser le temps. Et le temps, c'est simple, hein, moi je l'ai fait plein de fois parce que quand on va à deux à une négociation, on va dire bah tiens, tu fais l'intro, ça dure 3 minutes et après je fais ça. Et si on l'a pas bien précisé, bah pareil, ça peut partir dans tous les sens. Et quand on est à deux ou trois euh, à, euh, à présenter une soutenance, hein, ça arrive, bah, c'est important que chacun ait son rôle. Donc en général, le plus haut placé va faire l'introduction peut-être, ou bien le commercial va faire l'introduction, celui qui est responsable du compte, et il va demander à son manager de peut-être faire l'introduction sur le contexte et les enjeux, ou de faire la présentation de l'offre s'il y a un produit qu'il aime bien présenter. Mais attention à l'équilibre de la parole, parce que moi, si je reçois, et les clients sont pareils, hein, si je reçois un commercial et son manager et qu'il n'y a que le manager qui parle, je trouve ça horrible parce que c'est un désaveu de la personne avec qui je parle d'habitude et que ça montre pas que c'est une boîte vraiment qui donne confiance à ses collaborateurs. C'est pas très agréable à regarder. Je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en retard, parce que ça arrive, ça part comme c'est un peu sur l'heure du déjeuner, que vous avez la possibilité là en haut où il y a un petit rond de cliquer pour prendre rendez-vous avec moi et avoir un audit offert sur votre situation en plus des questions qu'on a aujourd'hui sur la soutenance. Moi, je dis en fait, avant la soutenance, pendant la soutenance, après la soutenance, voilà, il y a plusieurs étapes, mais c'est un vrai exercice et en fait, on ne parle pas assez de à quel point il faut être préparé. On n'apprend pas à le faire dans les entreprises. On n'est pas forcément très. Voilà, on ne va pas vraiment se dire tiens, il faut être sportif pour être bien au travail, ou en tout cas, on vous donne à disposition des coachs de préparation mentale. Mais moi, j'avais fait un séminaire une fois quand j'étais chez General Electric, GE Fleet Service, où je vendais des voitures en location longue durée. On avait fait une formation. Il y avait toujours des super formations. Et on avait fait un séminaire avec des sportifs de haut niveau. Et on avait eu des sportifs assez connus à l'époque qui étaient venus nous faire des présentations sur la performance, et il y avait une qui était sur la visualisation positive. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, on nous expliquait comment ça marche et à quel point, en fait, c'est important pour le cerveau. Le cerveau, en fait, fait pas la différence entre les souvenirs qu'on a vraiment et les souvenirs qu'on s'est fabriqués. C'est pour ça que parfois, vos parents ou vos amis vous racontent des trucs où vous y étiez et vous dites, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais si on se le raconte comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, si on se raconte qu'on a déjà fait cette soutenance et qu'elle s'est hyper bien passée, bah, notre cerveau, il n'a pas peur parce qu'en fait, on l'a déjà fait et ça s'est bien passé. Sauf qu'on l'a fait dans notre tête et pas dans la vraie vie. Mais en tout cas, moi, je m'imagine que je vais en réunion, qu'on me reçoit, que je suis à l'heure, où on avance, que c'est sympa, que j'ai fait ma presse, que les gens sont contents, que ça sourit et qu'à la fin, on me dit bah, nous, c'était génial, on a vraiment envie de travailler avec toi. Se mettre dans ce truc-là, ça évite parce que parfois, dans le business, quand on est commercial, bah, on peut essuyer plusieurs refus, être totalement découragé. Je vous promets que quand on arrive avec une tête de fin du monde, moi je le sais, quand ça allait pas, je me disais, je sens la défaite, pour pas utiliser un autre terme. Quand on sent la défaite, on peut pas signer. Et il faut vraiment se dire qu'on y croit, répéter, être à l'aise, arriver bien en avance aussi, parce que moi qui ai toujours eu un petit problème de retard, puis voilà, de bouchons, de machin, quand on a un rendez-vous important, on ne sait pas combien de temps ça prend de s'enregistrer à l'accueil. Moi, ça m'est déjà arrivé que, à la dernière minute, sur un gros site du Crédit Agricole, quelqu'un accélère pour me prendre la dernière place de parking sur le parking visiteur, que je sois obligée de ressortir loin pour aller me garer. J'arrive à l'accueil, à la queue, parce qu'il y a plein de rendez-vous et que le site, il y a plusieurs milliers de personnes. Je vous promets, quand vous avez passé du temps à préparer et qu'il y a de l'enjeu, faire attendre plusieurs personnes alors que vous avez une soutenance, c'est horrible. Toujours 30 minutes avant, nous dit Sophie, parce qu'on ne sait pas combien de temps va prendre toutes les préparations. Et il y a plein de choses anodines comme ça, par exemple, quand vous devez faire une présentation avec votre ordinateur, bah, il faut prendre plusieurs connectiques. Hein. Vous voyez, moi, j'ai ce truc-là pour les Mac qui permet d'avoir plusieurs connectiques quand je dois présenter. J'emmène ma propre connectique et j'allume mon ordinateur avant de rentrer dans la pièce parce que c'est pareil, si vous allumez
et que vous êtes en train d'avoir l'ordinateur qui charge les mises à jour parce que vous avez un PC qui est lent, quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, quand on est face à du monde et qu'eux, ils sont impatients de démarrer et qu'ils ont plein de trucs à faire, je peux vous dire que le regard qu'on vous lance, il ne vous met pas en confiance. Et même si ce n'est pas très grave et que vous pouvez vous rattraper, le fait que vous soyez déstabilisé, ça va agir sur votre morale et sur votre capacité à résister et à être assertif. Et dans une des questions que j'avais, il y avait: comment est-ce qu'on fait pour parler à des gens qui sont forts, entre guillemets, qui vont avoir de l'autorité? Comment est-ce qu'on fait pour pas perdre ses moyens? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui s'appelle l'assertivité, que je fais aussi dans les formations sur comment est-ce qu'on fait pour répondre poliment, pour répondre à des attaques, pour relativiser, et pouvoir, quel que soit notre poste ou notre position ou le pouvoir que les autres ont potentiellement sur nous, rester quand même digne dans son truc pro. Et moi, je peux vous dire que franchement, j'ai travaillé avec des gens, mais ils étaient à 10 niveaux de quand il y a quelqu'un qui est directeur général d'une grosse boîte, et qu'il est là pour un rendez-vous, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps et qui va vite s'agacer s'il a l'impression de perdre son temps. Donc ça exige que lui me reconnaisse comme une professionnelle qui a fait son boulot. Ça, en fait, quel que soit notre âge, notre niveau hiérarchique, on peut tout à fait avoir le respect, exiger le respect par sa posture. Moi, je suis une petite femme, hein, je fais 1,60 m. J'étais souvent beaucoup plus jeune que les gens face à qui j'étais. C'est plus le cas aujourd'hui. Et pourtant, j'ai réussi à être crédible et respectée parce que je connaissais mon métier, que j'avais fait le travail qu'il fallait pour comprendre leur contexte et ce dont ils avaient besoin. Et que c'était ce qu'on me demandait au final, de pouvoir répondre aux problèmes qu'avait mon client. Je vous ai mis un truc sur la préparation physique parce que c'est pareil, moi, j'arrive pas à travailler quand j'ai faim. J'arrive plus à réfléchir si je suis un peu en hypoglycémie. Donc, quand j'ai une soutenance et que c'est le matin ou même l'après-midi, je mange un peu comme des trucs de sportifs. Les danseurs font ça. Je mange des flocons d'avoine avec des bananes, des trucs qui tiennent vraiment au corps, des fruits secs, pour être sûr que j'ai même pas à penser à comment je me sens. Et on m'a aussi posé la question, là, j'ai eu plusieurs personnes qui me posaient la question de comment s'habiller. En fait, j'ai envie de dire, il faut s'habiller pour que notre tenue ne soit pas un sujet. C'est-à-dire que, moi, je suis, parfois j'ai des grosses boucles d'oreilles, je vais avoir du vernis orange, pas quand je suis en soutenance. Je fais en sorte qu'il y ait pas de commentaires à avoir sur est-ce que c'est trop court, trop long, c'est, assez neutre. J'essaie que ce soit pas glauque, là, je porte du bleu, foncé, par exemple, plutôt que du noir. On peut avoir un petit peu de couleur, mais faites en sorte qu'il y ait pas un truc où on puisse vous reprocher que ce soit, trop peu informel. N'hésitez pas à être plus formel que vos clients, hein. Les clients, ils peuvent arriver en bras de chemise. Si vous êtes un homme, vous êtes plutôt en veste. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une cravate selon les milieux, mais il y a des milieux où il faut avoir une cravate. Et en tout cas, il y a quand même quelque chose qui montre le respect. Il y a plein de gens qui vont dire: «Oh arrête, ça c'est pas grave, le comment on s'habille, c'est pas ça le respect». Je rappelais là, récemment à des clients qui étaient assez jeunes. Je leur dis: «Mais en fait, vous vous adressez à des gens qui ont entre 40 et 60 ans ou entre 45 et 60 ans, donc c'est leur vision du monde qui compte au final plus que la vôtre. Si eux, ils pensent que c'est un manque de respect de venir en basket, ils le pensent, hein, on n'y peut rien, on n'est pas là pour les convaincre que la tenue, c'est pas si important». Voilà. Et puis, s'exercer aussi à avoir un bon ton si on n'a pas l'habitude. Moi, je sais que j'ai un ton de voix qui est monocorde. J'ai jamais essayé de le travailler pour qu'il fasse des «oh», comme, on m'a souvent conseillé d'essayer d'avoir une voix plus modulée. Moi, je n'arrive pas à avoir une voix plus modulée. Mais comme je sais que quand je parle, si je fais des phrases très longues et compliquées, en plus d'avoir un ton de voix qui fait un peu je vais endormir toute une salle. Donc ce que je fais, c'est que je fais des phrases courtes. J'essaye, sans arrêt de voir si c'est OK, d'interpeller un peu pour voir si c'est clair et surtout, de pouvoir en fait, quand je suis, dans ma soutenance, quand je suis face à mes clients, d'avoir toujours une attention sur leur visage, sur comment ils réagissent, sur toute la partie non verbale.
Est-ce que vous avez des questions pendant que je bois un petit peu? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes content d'être là? Comme comme dans un concert. Comment est-ce qu'on prépare sa présentation? Donc, avant que je vous mette le slide, je voudrais vous expliquer comment je prépare et comment on m'a appris, certains des top managers des boîtes où j'étais m'ont montré comment ils travaillaient. Quand on est sur l'ordinateur et qu'on fait une présentation, mettons que moi j'ai une présentation que j'ai déjà faite et que je suis en train d'essayer de la retravailler directement, soit sur Canva, soit sur PowerPoint. Je suis sur l'ordinateur, évidemment, j'ai des alertes et puis je me souviens que j'ai pas répondu à tel mail et ça peut prendre des siècles et qu'on se retrouve avec trop de choses. Ce qui vaut mieux, c'est repartir totalement du vide, de quelque chose d'entièrement vierge pour que ce soit juste notre cerveau et pas les copier-coller qui marchent. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre je sais pas si j'ai un exemple là, mais je vais prendre des feuilles comme ça ou une feuille A4 et je vais d'abord faire un storyboard de ma présentation et me dire quelles sont les parties que je dois avoir et essayer d'évaluer ça en nombre de slides, d'avoir les parties qui soient les titres et de me dire sur chaque partie, au maximum, j'ai 2 slides. Sachant que si on fait une présentation d'une demi-heure, on ne peut pas avoir 30 slides parce qu'on passera jamais qu'1 minute par slide. Donc, le bon nombre de slides, c'est entre 10 et 20. Et moi, j'ai déjà eu des interventions sur mon dernier job salarié, on m'a donné un quart d'heure pour faire une présentation devant le CODIR de Richemont et les responsables retail de tous les pays. Je peux vous dire que je suis intégrée dans ces trucs-là, j'étais intégrée dans une réunion interne, donc ils ne sont pas là pour me donner 1 heure de leur temps. J'avais un quart d'heure, j'ai préparé 10 slides et j'ai préparé pendant des heures et des heures pour être sûr que ce quart d'heure-là, il était vraiment bon. Et encore, je pense que j'aurais pu réduire à 5 slides pour aller à l'essentiel. Donc, le storyboard, je le fais comme ça. Il ressemble à ça. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je mets dans l'ordre. Alors, vous verrez que ce que je mets en dernier, c'est la présentation de la société. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit et de ce qui s'est beaucoup fait dans des entreprises où j'étais, mais il y a plein de gens qui sont revenus de tout ça. Si on commence à se présenter nous, on va avoir plein de questions et on va perdre un peu l'audience, alors que ce qu'on veut, en fait, on est dans un truc où on doit raconter une histoire. Et l'histoire qu'on va raconter, elle doit partir du client et on doit, un peu comme dans les lettres de motivation, si on commence par Salut, je m'appelle Nouad, je suis génial, vous savez pas quelle chance vous auriez de m'avoir dans votre boîte. Les gens ont moins envie de dire que si on commence par en fait, quand j'ai vu votre annonce, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai très envie de travailler dans l'économie sociale et solidaire ou je sais pas quel autre truc. Et puis en plus, j'ai vu vos derniers projets, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, moi, dans mes compétences, il y a vraiment des choses qui peuvent vous être utiles. En fait, les gens vous écoutent beaucoup plus si d'abord vous leur parlez de leurs problèmes et d'eux. Arrivez en commençant, et c'est pareil dans la partie réponse à appel d'offres, hein, si vous commencez par vous, c'est mort. Il faut vraiment commencer par dire qu'on a bien compris. Parce que c'est là que les gens vont nous écouter. Je le redis, il faut bien montrer qu'on a compris, qu'on est les bonnes personnes et qu'on ne va pas faire un truc à côté. Et je peux vous dire que cette partie contexte en jeu, moi, j'ai gagné beaucoup d'appels d'offres parce que l'executive summary et toute la partie compréhension de la problématique était nickel. Je suis en train de répondre à un appel d'offres que je dois rendre le 25 là. Et je fais ça avec une autre agence. J'ai passé plusieurs heures à tout lire sur le site, à lire le rapport annuel parce qu'il y a le discours du président, de la présidente, du directeur général et que ça me met dans le vocabulaire. Et ça veut dire que quand j'arrive, je vais être face à des gens à qui je vais parler comme si j'étais dans leur boîte. S'ils n'arrêtent pas de parler de responsabilité sociétale, si leur langage il est sur recréer du lien avec les salariés, s'ils parlent de collaborateurs plutôt que d'employés, je vais reprendre exactement leur terminologie, comment ils appellent leurs commerciaux et ce qui se dit dans la boîte pour qu'ils se disent, en fait, c'est comme si elle bossait là, quoi, hein. C'est comme si elle avait entendu toutes nos réunions. Alors, Sophie nous dit, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec un cabinet de conseil pour lequel j'étais en sous-traitance. La directrice a voulu faire la pub de son cabinet. Résultat, j'ai eu 10 minutes pour dérouler mon discours. Elle avait mangé toute la bande passante. Ça arrive, en fait, c'est ça. Il y a pas mal de concours d'ego. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a pas mal d'années
d'être allé faire une soutenance avec mon manager. Il est parti sur un tunnel, il m'a bouffé 20 minutes, j'arrêtais pas de lui faire des signes en faisant des trucs comme ça, ou coupe, et non, il est parti dans son truc. Et en fait, après, il a fallu que je reprenne et que je condense. Et ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, d'avoir des réunions importantes où j'étais convaincue qu'il n'y avait que mes interlocuteurs, et puis tout d'un coup, il y a le directeur financier qui arrive, et en fait, je revois l'ordre du jour pour présenter les sujets qui l'intéressent en premier, qui ne soient pas là pour les sujets opérationnels parce que ça fout le bazar en général. Quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à des sujets et qui va mettre son nez dedans et qui va aussi avoir pas mal d'ego, donc à qui je ne pourrais pas dire qu'il se trompe. Donc il faut, en fait, c'est justement parce qu'on est hyper bien préparé qu'on peut se permettre de se dire, finalement, je vais raccourcir ça et je vais être vraiment courte. Sophie nous dit qu'il vaut mieux, quelqu'un, Cholet, voilà, je ne sais pas quel est le prénom, vaut mieux être seul. Vaut mieux pas être seul, hein. Franchement, je vais vous expliquer pourquoi. Et Sophie nous dit, en plus, son ordi pas compatible avec la télé du client, pas de connectique, pas de batterie chargée, la soutenance de la loose. Alors pareil, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir me connecter. Il y en a qui ont des systèmes que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et dans ce cas-là, en fait, ce que je suggère, c'est d'avoir quand même la présentation, de vous l'envoyer par mail en PDF pour pouvoir l'envoyer au client, que ce soit lui qui diffuse et que ce soit un truc qui se fasse en un clic. Parce que ça, franchement, si vous perdez 10 minutes là-dessus, c'est la loose. Et c'est vrai que si on n'a pas ramené sa bonne connectique, Jay me dit, buvez un verre d'eau, prenez 30 secondes, vous avez raison, mais mon verre d'eau, il est un peu loin. Donc, soyez bien clairs sur toute la partie, non, mais c'est gentil, merci. Sur toute la partie contexte en jeu, rappeler les besoins du client qui vous a exprimé, qui n'est pas la même chose que les enjeux. L'enjeu, c'est vraiment pourquoi c'est hyper important pour l'entreprise. C'est un objectif de l'entreprise. Ça peut être diversifier le portefeuille client, ça peut être développer la rentabilité. Les besoins, c'est vraiment ce qui va permettre de répondre aux enjeux. Par exemple, si je veux diversifier mon portefeuille client, il faut que je fasse de la prospection. Et si je veux faire de la prospection, il faut que j'ai des outils de mailing, de choses comme ça. Quand on va reparler de la réponse qu'on fait, ce n'est pas le moment de remettre toute la réponse, et il faut que ça puisse tenir en 1 ou 2 slides. Donc là, j'ai mis notre réponse, notre offre, méthodo et rétro-planning. Faut pas que ça dépasse ça, en fait. Il faut que ce soit résumé, et il faut, pourquoi est-ce qu'on rappelle le contexte et enjeu? C'est que dans une soutenance, on n'a pas forcément tout le monde qui sait ce qui s'est passé avant. Je veux dire, les gens qui ont fait le cahier des charges, qui ont fait la demande, c'est 1 ou 2 personnes, et ceux qui sont là, qui assistent à la soutenance, ils savent pas forcément tout ça. Donc c'est important de le rappeler. Aussi, comme je vous disais, pour se différencier sur sa capacité de synthèse. Moi, je suis très bavarde, mais je travaille beaucoup sur ma capacité à synthétiser parce que je sais que c'est ce qui est différenciant, et c'est le contraire qui agace les clients quand quelqu'un est très, très, très long dans ses explications. Donc quand on est plus concis, plus clair, forcément, les gens vont ressortir en disant: «Ah c'était clair cette fois». On exprime aussi les bénéfices, vraiment, qu'est-ce que ça apporte? Si on reprend l'exemple tout à l'heure de la question sur les ESN, OK, vous travaillez avec une ESN offshore et tout ça. Bon, c'est super parce que peut-être que c'est moins cher, mais en revanche, c'est quoi les facteurs clés de succès d'un projet IT? C'est la connaissance du dossier, c'est de pouvoir avoir des bonnes capacités à communiquer avec votre société en interne. Et ça, en fait, on peut raconter qu'on a d'autres clients qui se sont tournés vers des grosses boîtes qui faisaient de l'offshore à vraiment pas cher, mais qu'elles en reviennent parce que finalement, ce qui aurait pu prendre 1 an prend 1 an et demi. Ils ont des changements d'interlocuteurs, ils ont des gens qui comprennent pas. Enfin, c'est pas toujours simple quand on n'a pas la bonne langue en contact, ou que c'est pas nous qui maîtrisons les échanges avec les différents consultants qui vont travailler sur un projet. Donc, il faut vraiment pouvoir, comme je disais, argumenter en étant vraiment clair sur pourquoi est-ce que nous, ce qu'on fait, c'est mieux que ce que font les autres. Et puis après, on va présenter un petit peu d'autres choses. Je voulais revenir sur la remarque tout à l'heure sur il vaut mieux être seul en soutenance. Alors, c'est sûr que si on va emmener quelqu'un qui va nous faire la vie, qui va être en train de nous couper la parole et de montrer que
lui ou elle sait mieux, c'est pas la peine. En revanche, c'est important d'être 2 parce qu'il y en a toujours un qui observe et qui peut reprendre la parole, vous sauver si vous commencez à être fatigué ou comme moi, vous vous mettez à tousser, et qui va pouvoir faire ce qui est vraiment difficile pour une seule personne, c'est parler, réfléchir, observer et réagir aussi aux observations qu'on a pu avoir de, quelle tête font les gens. J'accélère un petit peu comme ça on passe, plutôt aux questions. Je voulais juste vous montrer, ce qu'il faut pas faire. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que je viens vous dire. Ignorer le non-verbal. Si moi je suis en train de vous écouter et que je fais un petit truc comme ça a l'air de rien, c'est une micro-expression, mais il faut pas hésiter à aller la chercher et à me dire: «Bah, je vois que vous réagissez», pas: «Je vois que vous faites une drôle de tête», mais: «Je vois que vous réagissez, est-ce que vous pourriez m'en dire plus?» Et puis voilà, ce que je conseille, de faire, c'est d'être vraiment très attentif sur le timing et dans la présentation, quand on va avoir les parties, que vous ayez une feuille où vous dites: «Bah, l'intro, faut pas qu'elle dure plus de 5 minutes et je dois être à tel endroit, à telle heure» et comme ça, on sait si on doit, accélérer. Qu'on vende à des grands comptes ou à des plus petites boîtes, c'est hyper important. Après, d'être au courant, enfin déjà de se donner une prochaine étape quand on sort, et pas d'avoir négocié ou discuté en se disant: on se rappelle, on se rappelle pas et de bien envoyer un compte rendu dans les 24 heures. Pourquoi? Parce que plus vous attendez, plus c'est dur à faire et s'il y a une décision qui doit être rapide, vous vous différencierez vraiment en envoyant un compte rendu. Ça vaut aussi quand on est, en train de passer des entretiens de recrutement. Moi, je l'ai fait, même si c'est horrible à faire, c'est pénible, on est en doute quand on le fait, mais celui qui envoie le compte rendu, c'est celui qui a le pouvoir parce que ça montre qu'on est, Jay nous demande: «Comment insister pour que la décision soit prise pendant le meeting?» C'est compliqué, mais c'est bon, après déjà, il y a des gens qui sont pas en mesure de prendre une décision à ce moment-là, mais la façon de le faire, c'est en fait quand on répond aux objections, c'est les techniques de conclusion, de dire: «Bah, écoutez, dites-moi en fait, ce qui nous empêche de travailler ensemble, pour que j'y réponde» et au fur et à mesure qu'on répond, on dit: «Bah, en fait, on est d'accord que si je lève cette dernière objection, ça veut dire que c'est OK?» Et là, on se rend compte si les personnes sont juste en train de nous, faire baisser ou négocier juste pour le fun ou si vraiment il y a une intention sérieuse et dire: «Bah, voilà, au moment où je vous aurais répondu là-dessus, est-ce que ça veut dire que c'est OK et qu'on travaille ensemble?» Mais bon, voilà, faut jauger l'équilibre si les gens sont prêts et on ne peut pas les pousser à prendre une décision s'ils ont encore besoin de se reconsulter. En revanche, on peut vraiment être très carré sur, quel jour vous allez me répondre et qu'on dise: «Voilà, moi, si je vous donne ma réponse aujourd'hui sur tel élément, quand est-ce que vous êtes en mesure de me faire une réponse?» Et puis, l'idée, c'est surtout de rien lâcher, jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai des formations qui vont arriver sur ces sujets-là, là, en avril, à la fois sur la soutenance et sur, les appels d'offres, mais je vais répondre, aux questions que vous m'aviez mis, plus haut. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas et puis comme ça, on va pouvoir, le replay, je vous le renverrai aussi, hein, j'ai oublié, je vous le redis. Donc sur la question de, je crois que c'est monsieur Hurtaud ou madame Hurtaud, sur, comment on fait pour, concurrencer, les ESN qui délocalisent. Et parfois, on ne pourra pas, en fait. Et je pense que c'est aussi la qualité du projet sur lequel on va aller. Si on est sur un truc où c'est très indifférencié, finalement, on va avoir du mal et pas très stratégique, à prouver sa valeur. Si maintenant on est, donc il y a des gens avec qui on ne réussira pas à travailler de toute façon. Et la question souvent que les ESN me posent, moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour se faire référencer? Et en fait, du coup, il y a cette obsession d'aller chercher les acheteurs en disant: «Bah, tiens, je voudrais rencontrer l'acheteur ou le directeur des systèmes, d'information». Mais finalement, c'est des gens qu'on va nous faire rencontrer et il faut d'abord trouver son champion, la personne qui est très intéressée. Mettons qu'on soit en train de travailler sur un projet de refonte des systèmes d'information des ressources humaines sur, les congés, les salaires, des choses comme ça. Qui est intéressé par, ça avant l'acheteur ou le directeur informatique? Ce sont les ressources humaines. Si les ressources humaines galèrent, qu'elles n'ont pas assez de monde et que le logiciel qu'elles utilisent est très mauvais, elles vont avoir très envie d'avoir un nouveau logiciel et si elles ont déjà eu des projets informatiques avec des gens avec qui elles n'avaient pas envie de bosser, qui répondaient pas à leurs questions,
elles savent aussi ce qu'elles ne veulent plus en termes de SN. Et donc, c'est ces personnes-là qui vont vous donner la marche à suivre. Mais c'est vraiment un travail d'enquête quand on travaille sur des grands comptes. C'est pour ça que on ne peut pas en viser 200 à la fois si on a décidé, par exemple, que on peut potentiellement travailler avec le Crédit Agricole et qu'on a très envie d'y rentrer. Ça prend beaucoup d'énergie de comprendre comment le Crédit Agricole est organisé. Mais si on rencontre les bonnes personnes et qu'on nous présente aux bonnes personnes, on va y arriver. Les gens n'y arrivent pas au niveau des grands comptes, soit parce qu'ils n'ont pas la surface pour répondre et pour travailler, parce que voilà, ils sont pas très structurés. Mais c'est souvent parce qu'on ne sait pas comment y aller. Et c'est des gens en face de nous qui ont des besoins, qui ont des envies, qui vont nous trouver sympas, pas sympas, qui auront envie de nous voir, pas nous revoir. Et donc, il faut vraiment se dire, je vais prendre un peu de temps pour comprendre qui est intéressé au plus haut point sur ce que je fais et comment les contacter pour que eux me trouvent le chemin si le chemin que j'avais de base n'était pas le bon. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et donc, dans la question de, alors je sais pas avec si c'est un petit nom, on avait une question qui était comment l'origine des solutions, le lobbying. Donc, je veux bien une petite précision sur cette question-là. Après, Anthony nous avait dit que lui, son problème, c'était de mieux aborder les négociations et comprendre les comportements et stratégies des acheteurs. Alors, il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est le comportement d'un acheteur. On va le comprendre quand on va poser des questions, parce que parfois, on va avoir quelqu'un qui va être très sec avec nous et si on lui demande, alors on va pas lui dire: «Pourquoi est-ce que tu es pas sympa?» mais on va parfois dire: «Écoutez, je vous sens agacé ou je sens que je suis pas en train de répondre à vos questions. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus?» Et je vous promets que quand vous posez la question correctement, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre les pieds dans le plat et de dire: «Écoutez, je vois que vous avez tous des têtes hyper déçues. Qu'est-ce que j'aurais dû préparer? Je vois que je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai pas préparé le bon truc? Qu'est-ce que j'aurais dû préparer? Ou qu'est-ce que vous souhaitiez?» Et les gens, quand on leur dit et qu'on a observé, c'est hyper valorisant pour nous parce que ça montre qu'on a de l'empathie, qu'on n'est pas juste le commercial qui déroule, qui en a rien à faire et qui a pas envie de savoir pourquoi il est en train de se gourer. Ça prouve aussi l'humilité qu'on peut avoir. Donc j'espère que ça répond. Sophie nous dit: «Avoir des contacts qualifiés». Donc les contacts qualifiés, il y a des contacts qu'on va pouvoir trouver dans des bases de données, d'autres qu'on va trouver sur LinkedIn et puis, ce qui est spécifique aux grands comptes ou à des grosses PME et ETI, c'est que c'est pas forcément parce qu'on a une fonction que c'est le bon rôle. Alors c'est pas très clair, mais mettons qu'on veuille parler de RSE, qui a un projet RSE sur un sujet. Soit on a quelqu'un qui a vraiment été nommé à la RSE, soit ça peut être quelqu'un qui est à la QHSCE, au RH ou ailleurs à qui on l'a confié. Donc savoir qui fait quoi, il faut d'abord avoir un premier contact et réussir à se renseigner et être présenté à d'autres personnes au fur et à mesure pour arriver sur les bons contacts et savoir qui fait quoi et quel est le rôle dans la décision. J'ai fait d'autres webinars sur la partie comment prospecter un grand compte. De toute façon, je suis en train de les mettre au fur et à mesure sur YouTube. Donc, je vous enverrai la liste des webinars et vous me direz s'il y en a qui vous intéressent. Mais en tout cas, sachez que ce travail-là pour comprendre le rôle et surtout dans la décision, parce qu'il y a des gens qui vont être prescripteurs, d'autres qui vont être décisionnaires, d'autres qui vont être qui vont juste valider en dernier recours. Et pour chacun, il faut pouvoir se dire: «Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt de mon côté ou qui ont une mauvaise image de ma boîte?» Et ça se fait vraiment au fur et à mesure des recherches qu'on va faire. Mais c'est vrai que ça existe pas des bases de données. Même les bases de données qui sont vendues, elles vont vous donner le CODIR, mais ça descendra pas et il y aura peut-être le nom du DRH, mais pas le nom du responsable paye. Donc au moins, ça peut vous rassurer, ça sert à rien d'investir dans des bases de données qui sont pas toujours utiles. Donc Armato qui nous parle de vente de véhicules poids lourds, le prix, le financement, la disponibilité. En fait, ça, c'est des données de marché. Donc
Si vous savez que vous êtes toujours en difficulté parce qu'il y a un problème sur la disponibilité, que les méthodes de financement que vous vous proposez, elles sont peut-être différentes de celles d'autres boîtes, vous êtes tous à peu près dans les mêmes conditions de marché et souvent les clients, ils font comme si c'était pas vrai, comme si ça n'existait pas et ils vont complètement vous mettre la pression en disant mais comment vous allez mettre 8 mois à me livrer un camion, c'est pas possible. Bah oui, ça met 8 mois, bah fallait anticiper. C'est pas vous qui les fabriquez. Moi, quand je vendais des voitures, on me disait oui, mais je la veux plus tôt. Je leur dis bah en fait, vous voulez une Audi plus tôt, ça veut dire qu'en fait, on doit remonter une ligne de production. Pour faire ça, il faudrait connaître soit le directeur de la production d'Audi, quelque part, soit le DG, et ça n'est pas possible. Donc c'est aussi de l'explication. Les clients vont vous demander des trucs impossibles. C'est leur problème, hein. À un moment donné, il faut aussi pouvoir livrer les messages et expliquer qu'on on peut pas mieux, mais expliquer ce qu'on sait faire en revanche. Donc, on a à nouveau de Cholet, vente de centrales à béton au grand compte, argument pour faire retenir mon offre, référencement par les Bouygues, Vinci et Fage. Pour ça, il faut comprendre en fait quels problèmes ils ont. C'est quoi en fait quand ils ont besoin d'une centrale à béton? J'imagine que les centrales à béton, elles doivent être très près des chantiers. On m'a déjà raconté ça. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui fait du béton. Le béton, il doit être encore frais. Il a que très peu de temps. Donc, c'est quoi en fait le problème qu'il peut y avoir? C'est les chauffeurs qui arrivent trop tard et du coup, on les laisse pas rentrer. Il y a tout un tas de choses à comprendre. Qu'est-ce qui agace? Et les gens qui vont pouvoir vous le dire, c'est ceux qui sont sur les chantiers. Et vraiment, moi, je l'ai beaucoup fait. Les commerciaux qui ont l'habitude de bosser avec des grands comptes, ils savent le faire. Les gens qui vont vous donner les infos, ce sont vraiment les gens de la base, ceux qui sont en train de travailler avec les fournisseurs au quotidien. C'est eux qui vont vous donner des mines d'or sur qu'est-ce que ça pose comme problème quand un camion arrive en retard et qu'il ne peut pas rentrer et qu'on doit attendre plusieurs heures. Quels sont les trucs en fait qui agacent pour pouvoir après apporter les bons arguments. Et dire, voilà, en fait, quand vous faites ça, vous perdez du temps, de l'argent, et avec nous, ça ne se passera pas comme ça. Je prends encore quelques minutes de plus. Merci pour ceux qui sont restés. Désolée. Projet création entreprise, fabrication. Donc, c'est Tabara, prod cosmétique bio et naturel, peau noire et métissée. Entrée en contact et prise de rendez-vous avec des interlocuteurs B2B. Donc, ça, c'est pareil. Hein, il va falloir trouver en fait un moyen de prospection. On n'est plus sur un sujet prospection. Qui sont ces interlocuteurs? Est-ce que ce sont des acheteurs dans des points de détail voilà, petits? Est-ce que c'est des gens comme Sephora? Comment est-ce qu'on fait pour être invité à une journée fournisseur? Moi, je connais des filles qui, par exemple, ont créé une brosse qui s'appelle La Bonne Brosse. Elles ont tout de suite réussi à se faire identifier parce que sur ce marché-là, il n'y avait pas grand monde en France par Sephora. Elles ont été invitées à une journée d'acheteurs. Et la journée acheteur, c'est quoi? La journée fournisseur, c'est qu'ils invitent les fournisseurs existants ou d'autres fournisseurs comme un petit salon pour qu'on puisse vendre, pour qu'ils puissent les identifier et puis peut-être travailler ensemble. PGC et vendre à Carrefour, ok, nous dit Sophie, oui. Apprendre comment faire les fondamentaux. Donc les fondamentaux quoi, sur la présentation ou alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Gabriel, avec un groupe de spécialistes, nous démarrons une activité d'accompagnement d'entreprise, transformation, culture d'entreprise. Ok, biomimétisme et l'apport d'enseignement en philo, psycho et neurosciences. La plupart des entreprises n'ont pas conscience suffisamment de l'ampleur des évolutions possibles et du potentiel de gains financiers. Ça, en fait, quand les gens n'ont pas conscience, il faut pouvoir éduquer et c'est à ça que servent les contenus, c'est à ça que servent les webinars. Et il faut pouvoir faire le lien carrément même avec un rapport de ROI, de pouvoir expliquer, voilà, aujourd'hui, vous perdez, ça c'est un peu comme des trucs pour optimiser le temps des réunions. Vous faites X réunions par semaine ou par mois, ça vous coûte tant. Si vous aviez un meilleur outil, vous feriez moins de réunions et vous économiseriez tant. Donc, c'est vraiment de prendre l'habitude aussi de donner des exemples, de faire des contenus sur LinkedIn, dans des newsletters, pour pouvoir en fait éveiller l'intérêt de gens qui ont des problématiques auxquelles on répond. Et je regarde s'il y a encore des choses. Non, je crois que j'ai répondu à tout. Hein. Donc, n'hésitez pas, je vais vous envoyer un lien. J'avais un dernier truc je répondrai dans ce cas-là. Je veux bien que
monsieur ou madame Aeuec prennent un petit rendez-vous, comme ça je terminerai de répondre à ces questions. Je pense que c'est intéressant. Environnement Maroc et typologie des acheteurs multi-bloqués. Parce que je dois rendre l'antenne, là, ça, j'ai dépassé déjà de plusieurs minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker mes posts, m'exprimer votre amour businessal. Et en tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été là. Et je vous retrouve. Je pense que je vais aller sur un petit sujet appel d'offres sur le prochain webinar. S'il y a un truc que vous voulez avoir comme webinar, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse d'idées. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. Sophie et tout le monde. Bon, allez, je dois aller dernière. Merci pour vous, merci. Ciao, ciao.